Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplement Autiste. Oui, ça faisait longtemps et je m'en excuse. Mais aujourd'hui, j'ai pris au vol une question qu'on m'avait posée sur TikTok qui concernait mon avis concernant un livre en particulier. À mon avis, il y avait quand même un petit sens caché à cette demande, mais on va y aller de la manière la plus construite possible. Il s'agit du livre Vaincre l'autisme de Barbara Donville qui date de 2006 et on m'a demandé de faire un avis sur le sujet. On va construire la chose un petit peu de manière le plus pragmatique possible, mais vous me connaissez, peut-être. Et je vais le mettre en rapport avec déjà la date de publication du livre en question, mais aussi des livres antérieurs qui existaient, qui pouvaient être parfois plus en avance sur l'époque, ou en tout cas novateurs pour le moment. Là, je parle notamment du livre de Lorna Wing, qui est The Autistic Spectrum de 1996, qui faisait suite à son article de 1981, si je ne me trompe pas. Je regarderai mes notes après pendant que je vous fais l'explication. Donc, on va commencer par justement un petit aperçu de l'ouvrage Vaincre l'autisme qui a été publié en 2006 par Barbara Donville. Cet ouvrage, il est présenté comme une méthode éducative spécifique pour accompagner les enfants autistes. Il va poser un cadre qui peut susciter déjà quelques interrogations quant à son approche, parce qu'on peut penser un petit peu à des méthodes liées à la psychanalyse ou à des méthodes euh, vraiment discutables. Tout est très généraliste dedans, mais on le verra un petit peu après. Dès l'introduction, on va retrouver des termes et des concepts qui vont suggérer un biais de l'autisme comme un problème qui va être à corriger. Et ce biais est perceptible à travers plusieurs passages qui vont décrire l'autisme comme une condition pouvant être surmontée par les bonnes méthodes. Je dirais peut-être même une maladie mentale. Ouais, rien que ça. C'est même pas dit à moitié d'ailleurs dans ce livre. Dans la présentation de ce livre, on peut lire une chose. En France, plus de 100 000 autistes sans doute. 4 garçons pour une fille seulement. Les témoignages abondent de vies brisées dès la naissance. Maladie mentale du siècle? Un petit point d'interrogation. Je ne sais pas si je le fais très bien en matière d'intonation. Devant les carences institutionnelles et les menaces d'exclusion, Barbara Donville a conçu une méthode d'éducation spécifique qui lui a permis de maintenir un enfant autiste en milieu scolaire où il a pu briller. Fondée sur un traitement adapté à chacun de ses symptômes, maîtrise de l'espace, éducation de la sensorialité, apprentissage du faire semblant, genre je pourrais le mettre en gros gras et souligner, le faire semblant, etc. Par les parents eux-mêmes, sa méthode a déjà permis à plusieurs dizaines d'enfants de vaincre l'autisme. Rien que ça, c'est une promesse qui est digne des plus grands charlatans. Bien. Ou comment le courage et la persévérance, l'empathie et l'amour permettent tous les espoirs. Ok. Bon, je vais vous lire un petit passage de l'introduction pour vous former bien votre idée du ton donné par le livre et du biais d'approche qui est assez symptomatique. Ouais. Il n'a pourtant qu'un mois et cependant, quelque chose semble manquer déjà. C'est comme si vous n'arriviez pas à rassembler tous les éléments du puzzle de cette vie si brève. Ouais, au bout de 30 jours, c'est assez impressionnant. C'est bien cela, il n'a que 30 jours. Vous vous rendez compte, 30 jours. Hein. Et il y a des morceaux qui manquent déjà. Je pensais que les humains mettaient plus de temps à se développer. Bon, peu importe. Ok, continuons. Mais quoi exactement? Ce serait bien difficile à définir. Durant votre grossesse, toute une relation s'est construite entre vous et votre enfant. C'est si extraordinaire cette aventure unique de la création que vous avez vécue pendant ces 9 mois qui viennent de s'écrouler. Waouh! Ah non, c'est s'écouler. Ah, pardon, qui viennent de s'écouler. Ouais, les 9 mois qui s'écoulent. Ok, bon, c'est ma dyslexie. On repassera là-dessus. Mais depuis qu'il est enfin là, donc forcément c'est un petit garçon dont on parle, rien ne paraît vraiment s'être mis en place. Rien ne s'est poursuivi, il a comme une étrange césure que vous n'expliquez pas et que vous préférez ne pas saisir. Je vais m'arrêter là parce que voilà, je trouve ça déjà assez limite. On retient des choses assez essentielles. Déjà, au bout de 30 jours, on semble pouvoir avoir certains a priori sur un nourrisson, parce que là, c'est même pas un bébé, on est sur un nourrisson, d'un développement qui est censé être normal au bout de 30 jours et des morceaux qui manquent au bout de 30 jours.
Et c'est un bébé, c'est cet enfant, ce petit garçon, autiste, hein, visiblement, on l'apprendra par la suite, qui a brisé des vies, qui est malade, qu'il faut guérir, qu'il faut soigner, qu'il faut continuer à pathologiser, hein. Bref, ce qu'on a là, en fait, c'est quelque chose qui, d'une manière générale, va me poser d'énormes problèmes quand je lis une chose à propos d'autisme. On a de l'émotion. On a de l'émotion, on a encore de l'émotion, et ça va nous placer dans un contexte psychanalytique et forcément problématique. On joue sur les émotions comme s'il fallait impérativement détacher le pur pragmatisme, la prise de recul de ce genre de situation. Déjà, vous alarmez pas, même si j'ai pas d'enfant et que je tiens pas à me reproduire, même moi, je peux déjà prédéterminer qu'au bout de 30 jours, il se passe pas forcément grand-chose, même si on est face à un génie absolu, je suis pas certain que ce soit assez significatif. Mais bon, faisons un léger résumé. Un résumé de Vaincre l'autisme me semble absolument nécessaire. Cet ouvrage, en fait, il va se baser sur une méthode qu'elle-même a développée pour maintenir des enfants autistes en milieu scolaire ordinaire. Cette méthode va se concentrer sur la maîtrise de l'espace, sur l'éducation de la sensorialité et l'apprentissage de comportements sociaux. Enfin, de comportements sociaux, de faire semblant en société. Donc, on considère à ce moment-là qu'en fait, les neurotypiques sont capables de faire semblant et que ce faire semblant est quelque chose d'absolument nécessaire. Et que pour le coup, être soi-même est une mauvaise chose. Bien. Elle y décrit des cas où certains enfants ont pu s'intégrer dans des écoles ordinaires et s'épanouir. Ce qui est, bon, le cas d'énormément de personnes autistes, hein. Sur environ 1 million de personnes en France, on imagine assez bien qu'il y a tout en matière de profil de scolarité. Mais la question n'est pas là. L'objectif de ce livre qui est affiché est donc l'intégration de l'enfant autiste dans un milieu normal, que je place entre guillemets. C'est une idée qui va être séduisante en apparence, mais qui, on va le voir après, peut masquer une vision parfois inadaptée aux réalités de l'autisme, que ce soit actuellement et que ce soit même en 2006. Parce qu'en 2006, il n'y a pas si longtemps. Bon, en tout cas, on aimerait le croire. Mais avant ça, en fait, largement avant 2006, 10 ans, 20 ans avant, il y avait déjà des choses à propos d'autisme qui tenaient carrément la route en matière de dépathologisation, en matière d'approche pragmatique et en matière d'individualisation de la prise en charge et de l'éducation de personnes autistes. Individualisation qui coule de source parce qu'on est humain et donc par extension on est tous et toutes différents. Oui, c'est pas parce que l'autisme est un spectre que cette individualisation est nécessaire, c'est juste parce qu'on est humain. Et donc, fatalement, on s'en se rebelle pas d'une personne à l'autre. Ce qui est plutôt pratique, rassurant, ça dépend des circonstances. Peu importe. On va un petit peu analyser le contexte de la publication en 2006. Pour comprendre les limites de cette approche, il est utile de remettre cet ouvrage dans son contexte. 2006. À cette époque, les avancées en matière de neurosciences avaient déjà démontré que l'autisme était un trouble neurodéveloppemental. On restait certes dans le trouble neurodéveloppemental, mais on était loin de la maladie mentale. En 2006, les recherches sur le cerveau humain avaient déjà permis de déconstruire les approches psychanalytiques de l'autisme, qui par la suite ont été même complètement écartées du traitement de l'autisme par des circulaires, par des directives au niveau législatif, qui plaçaient la psychanalyse comme étant non recommandée, voire même interdite pour les personnes autistes. La psychanalyse, justement, avec l'autisme, associait cette condition à des relations parentales problématiques. La mère frigo, la mère trop proche, les parents pas là, les parents trop là. On savait jamais trop sur quel pied danser à ce niveau-là, mais en tout cas, il y avait un problème au niveau des parents. Et ce cadre scientifique, qui était déjà connu à cette époque et médical, va rendre vraiment discutable l'approche de Donville, qui semble conserver une certaine vision correctrice de l'autisme. Enfin, une certaine vision, ça c'est vraiment pour être correct. Parce qu'elle cherche véritablement à corriger, à guérir, à rendre normal. Et là, on est clairement dans la psychanalyse. Et là, on est clairement dans le problématique. Et même en 2006, surtout en 2006. Mais l'autisme, justement, elle voyait ça comme une condition qui était à ajuster. La démarche de Donville va se concentrer en grande partie sur la modification des comportements et une perspective qui est proche des théories psychanalytiques qui cherchaient à redresser l'enfant pour une intervention centrée sur l'éducation corrective.
On est presque dans une pension façon années 50. Ratchet sort de ce corps, ouais, et de l'adaptation aux normes sociales. En contraste, la recherche moderne en 2006, hein, on est quand même en 2006, après les années 2000, tout comme aujourd'hui, va encourager une compréhension plus nuancée, dans lequel l'accompagnement de l'enfant se fait en tenant compte de ses spécificités sans chercher à effacer ou à guérir de l'autisme. À ce moment-là, on était dans le DSM-4. On avait certes le syndrome d'Asperger et le syndrome de Kanner, mais il y avait déjà cette vision un peu plus nuancée. On était déjà plus loin que le simple DSM-4, puisqu'on avait déjà, à ce moment-là, une vision, en tout cas connue en matière de recherche, de spectre de l'autisme, de troubles neurodéveloppementaux, de neurodiversité, de neurodivergence. Bref, ces concepts étaient connus et admis de certaines personnes professionnelles. Mais bon, visiblement, pas de la personne qui a cherché à rédiger ce livre. Et là, je trouvais intéressant de parler un petit peu du travail de Lorna Wing, qui certes a été la pédopsychiatre qui a mis en place le terme syndrome d'Asperger, mais par contre, ses travaux étaient véritablement novateurs, et ça dès les années 80. J'ai trouvé intéressant, pour approfondir la discussion, de comparer ces deux ouvrages et, pour le coup, de m'intéresser un petit peu à l'ouvrage de Lorna Wing, qui était une psychiatre britannique et figure pionnière dans le domaine de l'autisme. En 1981, elle va publier un article absolument fondamental qui s'intitulait Asperger Syndrome, a Clinical Account dans le journal Psychological Medicine. Donc, le syndrome d'Asperger, une approche clinique dans le journal Psychologie Magazine. Dans cet article, elle va introduire pour la première fois le concept de spectre autistique. Et là, je dis bien introduire le concept, naturellement. Cette vision de l'autisme comme un spectre ou comme un continuum est fondée sur des observations cliniques et ses propres recherches. Notamment, elle va remettre en avant les recherches d'Hans Asperger, et c'est elle justement pour rendre entre guillemets hommage à ce moment-là à Hans Asperger de mettre en place le terme du syndrome d'Asperger. Petite parenthèse, elle l'a regretté par la suite parce qu'elle jugeait aussi, avec l'avancée des recherches, que cela créait une distinction injuste entre les personnes autistes. Et je vous referme la parenthèse. Pour elle, l'autisme était donc un spectre. Elle avait identifié que l'autisme comprenait une large gamme de profils qui allaient au-delà des cas sévères qui étaient initialement définis par Léo Kanner et le syndrome de Kanner. Donc des autistes qu'on allait juger comme sévères, avec de fortes déficiences intellectuelles, avec du non-verbal, bref, le stéréotype du petit garçon qui se balance au fond de la cour. Le concept qu'elle avait établi dans cet article, justement, avait servi de base pour un livre qu'elle avait publié en 1996 qui s'intitulait The Autistic Spectrum, a Guide for Parents and Professionals. Donc, le spectre autistique, un guide pour les parents et les professionnels, qui a été publié, comme je vous l'ai dit, en 1996, soit 10 ans avant le livre Vaincre l'autisme. Ce guide avait permis d'expliquer au grand public, parce que justement c'était un ouvrage de vulgarisation, mais également aux professionnels, le caractère qui était varié et nuancé des profils autistiques. Elle soutenait dedans l'idée que l'autisme était une variation neurologique et non un défaut à corriger. Et là, on s'éloignait carrément de la psychanalyse. Ce livre, il s'appuyait sur ses propres recherches et justement sur certaines connaissances actuelles. Et tout ça pour rendre le concept de spectre plus accessible aux familles et encourager une approche de soutien qui était respectueuse de la personne concernée et fatalement individualisée, donc en prenant en considération les capacités et les difficultés. Bref, c'était une avancée majeure qui datait de 1996 et qui parlait déjà de spectre autistique bien avant 2013 et l'entrée du terme trouble du spectre autistique dans le DSM-5. En comparant un petit peu Vaincre l'autisme et le travail de Lorna Wing, on va remarquer, pour le coup, combien les visions étaient diamétralement opposées, on va dire divergentes, c'est beaucoup plus poli. Là où Donville va décrire l'autisme comme une série de comportements à corriger et à normaliser, Lorna Wing, elle, a préféré adopter une approche beaucoup plus respectueuse et pragmatique de la neurodiversité. Bref, elle dépathologisait.
Elle était loin de chercher à vaincre l'autisme et au contraire, elle allait encourager une adaptation de l'environnement pour répondre aux besoins de chaque enfant à ce moment-là, mais on peut élargir à chaque personne concernée parce que justement, elle prenait en considération aussi les filles. Ce qui n'était pas le cas de Donville, pour qui on était à une fille sur 4 garçons, et encore, je pense qu'elle l'a dit par politesse. Mais ça, c'est un avis personnel. C'est un avis personnel, parce que pour la psychanalyse, on restait fatalement encore du cerveau autiste qui était un cerveau masculin, et que les petites filles, elles, n'étaient pas touchées, atteintes ou malades d'autisme. Le livre Vaincre l'autisme parlait de corriger et de normaliser, alors que le livre de Lorna Wing, lui, allait encourager la compréhension et la flexibilité. Celui de Donville reflète une approche normative, axée sur l'idée d'adaptation de l'enfant aux attentes de la société. Celui de Lorna Wing parlait déjà de spectre, de continuum, et justement cherchait à individualiser. Donc, une approche plus pragmatique. Et Donville, dans son introduction, parlait déjà, elle, sur l'empathie et sur l'émotion. Et là, on s'éloigne clairement de la réflexion. Pour Lorna Wing, cette idée justement de correction et de normative pouvait engendrer une pression qui était inutile sur les enfants et leurs familles. On ne cherche pas à corriger, on ne cherche pas à guérir, on cherche plutôt à adapter, et bref, on a une approche plus flexible, ce qui permet d'avancer d'une manière globale en fait, d'une manière beaucoup plus inclusive. Et on était déjà en 1996. Là, justement, ça me donne envie de faire un petit détour au niveau de la psychanalyse et de son impact qui est problématique pour la compréhension de l'autisme. Car la psychanalyse est tenace en France, est problématique en France, et fatalement beaucoup trop ancrée, et on le voit même encore dans le journalisme, ce qui fait en sorte que nous, personnes, créateurs, créatrices, autistes, concernés qui parlons d'autisme sur les réseaux sociaux, on se retrouve souvent embêtés et en porte-à-faux avec les médias qui parlent d'autisme et le font de manière très émotive, très psychanalytique, et nous empêche fatalement de faire de la sensibilisation pragmatique, dépathologisante et parler de neurodiversité. Ça me donne l'occasion de faire un petit détour sur l'impact problématique de la psychanalyse dans l'incompréhension de l'autisme, et on pourrait même l'étendre au TDAH encore aujourd'hui en 2024. Car oui, en France principalement, en tout cas à ma connaissance, la psychanalyse a encore un impact extrêmement fort et ça pèse sur nous, personnes concernées qui nous exprimons sur les réseaux sociaux, parce que la psychanalyse a un impact problématique, pathologisant, voire même invisibilisant pour les personnes autistes, et les médias vont beaucoup s'inspirer des concepts de la psychanalyse pour parler d'autisme, ce qui fait que nous, personnes concernées, sommes complètement invisibilisées dès qu'on aborde la question sous un angle pragmatique. Pour le coup, le contraste entre Donville et Wing, il va mettre en lumière ce problème de longue date de l'approche de l'autisme par la psychanalyse. La psychanalyse, qui était dominante dans le monde de la francophonie, donc même au Québec, à mon sens, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, jusque la fin des années 90 et encore en 2024, et a souvent proposé des théories qui imputaient à l'autisme des dynamiques familiales, de mère froide, de mère trop proche, ou cette fameuse théorie de la mère réfrigérateur. Et on est encore dans le problème de la mère, et c'est pas les parents problématiques, c'est la mère. Cette approche a non seulement été dévastatrice pour les familles, mais elle a aussi retardé la reconnaissance de l'autisme comme un trouble neurodéveloppemental. Aujourd'hui, ces théories sont largement discréditées et, comme je l'ai dit précédemment, il y a des circulaires en France qui font que la psychanalyse est complètement exclue de la prise en charge des personnes autistes. Et de toute façon, on le voit très bien et assez fréquemment, même sur France Inter, quand ça parle d'autisme, quand ça parle de TDAH, quand on a des psychanalystes qui sont invités sur leur plateau, dans leur studio, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Bref, peu importe, passons. Toutes ces théories psychanalytiques ont forcément laissé leur marque dans la rédaction de certains ouvrages, dont Vaincre l'autisme. Et c'est que un parmi tant d'autres, et malheureusement, qui sont largement dominants dans les rayons autisme des magasins comme la Fnac, comme Cultura, comme la plupart des librairies en fait. Ouais. Ce qui est assez dommage. Bon. Le titre Vaincre l'autisme est lui-même problématique. Et dedans, je me sens un petit peu obligé de faire un parallèle avec l'association française Vaincre l'autisme. Le titre de cet ouvrage, Vaincre l'autisme, il va refléter une vision qui va être potentiellement nuisible. Le terme vaincre implique
nécessairement une lutte, un combat contre l'autisme, comme s'il s'agissait d'une maladie à éradiquer, et de toute façon, elle le dit très clairement dans le début, maladie mentale du siècle. Cette perception est largement en décalage avec l'évolution vers une meilleure acceptation et une compréhension de l'autisme en tant qu'élément de la diversité neurologique humaine. La fameuse structuration cognitive autistique. Par ailleurs, ce titre, il fait écho à l'association du même nom, Vaincre l'autisme, qui a largement été critiqué pour ses méthodes et son langage, parfois considéré comme stigmatisante par les communautés autistes et leurs familles. Ça, c'est la vie polie. Hein. On est à peu près sur la même ligne que Autism Speak. Cette approche va forcément laisser entendre que les personnes autistes devraient changer pour s'adapter à des normes. Donc là, on est clairement dans la psychanalyse. Alors que le véritable enjeu est souvent une meilleure adaptation, donc une inclusion, de la société aux besoins des individus autistes, et plus largement des personnes dans le grand spectre de la neurodiversité, pour aller plus loin, si on veut parler d'inclusion. Ce qui m'a aussi posé problème dans tout ce livre, en fait, j'en ai lu qu'une partie parce que c'est assez insupportable, c'est véritablement cette vision qui est centrée sur les enfants, et en particulier les petits garçons, entretenant ce mythe du petit garçon autiste qui se balance au fond de la cour. Vaincre l'autisme va se concentrer uniquement sur les enfants et surtout les garçons, comme c'est souvent le cas dans les anciennes études sur l'autisme et comme c'est toujours le cas en 2024, où on a beaucoup de mal à intégrer les filles et les femmes. Pourtant, dès les années 80, on est obligé de constater que Lorna Wing avait déjà mis en lumière les différences de diagnostic en matière de genre et souligne le fait que les filles autistes étaient sous-diagnostiquées. Et si je veux pousser le vice un petit peu plus loin, je dirais même 1926 avec Grunia Shukareva, une psychiatre soviétique. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Les différences de diagnostic entre les genres continuent d'être un sujet important, même encore en 2024. Car quand des personnes, surtout adultes, autistes, que ce soit des femmes ou des personnes non-binaires, vont se présenter chez des professionnels de santé, l'autisme est souvent largement écarté au profit de borderline, de troubles anxieux généralisés, de vous devriez faire un effort madame, ce genre de diagnostic, plutôt que d'aller vers du pragmatisme et pourquoi pas un diagnostic de troubles de spectre autistique, qui pourrait permettre une approche parfois mieux construite en matière de prise en charge. La question n'est pas là, mais un petit peu quand même. L'absence de cette dimension dans le livre de Donville, forcément on peut lui reprocher. Enfin, on ne peut que lui reprocher en fait. Parce que ça sous-entend que pour rédiger son livre, elle n'a pas tenu compte de tout ce qui s'écrivait. Surtout qui s'écrivait, qui était novateur et pragmatique à cette époque-là. Et on peut que supposer qu'elle a volontairement axé ce livre sur de la psychanalyse et sur une approche liée à l'émotion que le pragmatisme et la réflexion. Et ça, je le pardonne assez mal si je veux être poli. Et en podcast, je préfère la politesse. Enfin, en tout cas, j'essaye. Lorna Wing, en fait, je l'aime vraiment beaucoup, même si c'est elle qui a été à l'origine du terme syndrome d'Asperger. Elle a absolument tout mon respect parce que la majorité de ses travaux, la quasi-totalité de ses travaux, étaient véritablement novateurs, très en avance et vraiment très bien construits. C'était une personne qui était très intelligente, qui était même capable de rediscuter ses propres recherches. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Et justement, Lorna Wing a introduit la notion de spectre. Et à ce moment-là, elle avait ouvert la voie à une compréhension qu'on pourrait juger, surtout pour cette époque-là, comme bienveillante et plus inclusive de l'autisme, même si ça a été mal compris par la suite avec cette distinction ferme entre autisme de Kanner, autisme d'Asperger. Mais c'est pas grave. Bon, son travail, forcément, il a été inspirant pour beaucoup de chercheurs et de chercheuses, même si en ce moment, on trouve quand même encore des personnes du monde de la recherche dont le travail est légèrement discutable. Pour le coup, comme je vous le disais, son travail a inspiré de nombreuses personnes qui ont justement fait de la recherche sur l'autisme et ont permis véritablement de confirmer l'autisme comme une variation neurologique plutôt que comme un défaut à corriger. Et son ouvrage, The Autistic Spectrum, en 1996, reste aujourd'hui une véritable référence. Et je conseille vraiment de lire ce livre aux parents et même aux professionnels
parce qu'il permet d'avoir une vision qui était beaucoup plus inclusive. Et il faut garder en mémoire qu'il date quand même de 1996, donc il était avant le DSM-5. Et, et les concepts qui sont dedans sont certes à replacer dans son époque, mais quand même, avec les biais d'aujourd'hui, ont une approche qui est intéressante, qui en tout cas qui le reste encore maintenant. Et ce qui en fait un très bon livre. Putain, je parlais du livre Vaincre l'autisme, mais j'ai l'impression de placer celui de Lorna Wing au final. Bon, c'est tant mieux en fait. Euh, la publication de Vaincre l'autisme en 2006, il ressemble à un retour en arrière. Et il va rendre la vision de l'autisme beaucoup plus difficile à accepter dans un contexte où les théories de Wing sont désormais bien établies encore aujourd'hui. Même si le syndrome d'Asperger a été dégagé en 2013-2015 pour le DSM-5, ces travaux étaient très bons, en fait, objectivement très bons. Et quand on relit même l'article dans lequel elle parlait du syndrome d'Asperger, et aussi en faisant référence à l'autisme haut niveau, et en clashant un petit peu le syndrome de Kanner avec justement cette idée de continuum, je ne peux pas m'empêcher de penser que son article avait été mal compris. Et que pour le coup, la dimension de continuum, plutôt que de spectre, donc de variation neurobiologique, était déjà établie ou sous-entendue dans cet article-là, plutôt qu'un simple autre diagnostic de personnes soi-disant plus intelligentes. Enfin bref, ça a été complètement déformé et c'est véritablement dommage. Mais dans ce que je retiens de tout ça, et dans ce qu'il faut retenir de tout ça, pour se faire un avis sur le livre de Vaincre l'autisme, c'était que il faut considérer aujourd'hui que l'autisme fait partie de ce qu'on appelle la neurodiversité. Ce qui englobe différentes façons dont le cerveau humain va fonctionner. Parce que oui, on peut parler de biodiversité quand on parle du monde biologique, et pour le coup, le pendant de biodiversité des fonctionnements neuraux, en fait, va être la neurodiversité. Chaque cerveau se forme d'une certaine manière, en prenant en considération justement le facteur génétique, le facteur environnemental, et quand je parle du facteur environnemental, j'inclus également l'éducation. Ce qu'il est important de retenir, c'est que chaque personne est unique. Et que non, on ne va pas vaincre l'autisme. Et que pour le coup, plutôt que d'essayer de vaincre l'autisme, on ferait mieux de créer des environnements où chaque personne autiste, ou pas d'ailleurs, va pouvoir s'épanouir en fonction de ses capacités et de ses difficultés. Bref, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Ce que je peux conseiller aussi, c'est que lorsqu'il y a des parents qui ont un enfant qui va être diagnostiqué autiste, que ces parents passent également par la case du diagnostic. Parce que souvent, ça peut être très révélateur, puisque la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Petite expression à la con, mais bref. Ça permet souvent de mieux comprendre l'enfant autiste que de passer par la case diagnostic pour savoir soit ce qui est juste pris en compte lors d'un diagnostic, soit de savoir si un des parents est également autiste, pour s'apercevoir que les visions du monde, au final, et leur perception va être à peu près similaire ou en tout cas comparable. Il va être, en parlant de livres, complètement crucial que les livres qui concernent l'autisme, comme ceux de Lorna Wing, justement, vont mettre l'accent sur l'accompagnement et la compréhension. Bref, du pragmatisme, au lieu de chercher forcément une cure, une correction, une guérison. L'autisme n'est pas une maladie, l'autisme n'est pas une pathologie. Certes, l'autisme peut inclure des difficultés, mais pas que. Ce qui va être important, c'est de distinguer et de faire le point sur toutes ces difficultés, leur origine, le pourquoi, le comment. Et considérer que l'autisme est une simple structuration cognitive. La structuration cognitive autistique. Et sur ces bons mots, je vais vous souhaiter un bonjour, une bonne soirée, une bonne nuit et à la prochaine. Au revoir et à bientôt.